la nuit où je suis rentré chez moi et que j'y ai découvert que mes outils de mécanicien professionnel d'une valeur de 3200 € avaient été détruits par mon petit frère et ses amis ivres, quelque chose est mort en moi ou peut-être que je me suis enfin réveillé. Quoi qu'il en soit, au lever du soleil le lendemain matin, j'y avais déjà décidé que j'y en avais fini d'être le distributeur automatique de billets de ma famille et exactement un mois plus tard, mes parents me suppliaient de ne pas les laisser perdre leur maison mais à ce moment-là, je ne m'en souciais plus du tout. Je m'appelle Julien, j'y ai 26 ans et je travaille comme mécanicien spécialisé dans les poids lourds et les engins de chantier. Avant que quiconque ne dise que les mécaniciens ne gagnent pas bien leur vie, croyez-moi, les bons mécaniciens poids lourds gagnent très bien la leur. J'y ai commencé à 18 ans alors que la plupart de mes camarades de classe postaient des photos de leurs soirées étudiantes sur Instagram en prétendant que l'université était la meilleure période de leur vie tandis que moi je transpirais dans des ateliers de réparation en apprenant le fonctionnement des moteurs. J'y ai débuté comme apprenti, tout en bas de l'échelle, je nettoyais les outils, je balayais le sol, j'y allais chercher les pièces, on me criait dessus constamment et je gagnais un salaire de misère mais j'y ai persévéré. Finalement je suis devenu bon, vraiment très bon. À 26 ans, j'y étais l'un des meilleurs mécaniciens dans l'un des plus grands ateliers de réparation de ma région près de Lyon, je m'occupais de camions, des équipements lourds, de moteurs massifs, le genre de choses que la plupart des gens ne sauraient même pas par où commencer à réparer. J'y aimais ça, j'y aimais résoudre des problèmes, j'y aimais démonter des moteurs et les remonter, j'y aimais être le gars qu'on appelait quand personne des autres ne trouvait la solution. Cependant, mes parents détestaient cela car ma mère, Isabelle, a toujours voulu pouvoir se vanter et elle voulait dire à ses amis que son fils était avocat, médecin ou ingénieur, quelque chose de tape à accent grave et l'œillet de respectable. Mon père, Bernard, était pareil car il pensait que les métiers manuels étaient réservés aux gens qui n'avaient pas réussi leurs études. Quand je leur ai annoncé que j'y allais faire un BTS en alternance plutôt que d'aller à la faculté, ma mère a pleuré, elle a vraiment pleuré comme si j'y avais gâché ma vie et mon père m'a regardé comme si je l'avais personnellement embarrassé. Il m'a dit que j'y étais trop intelligent pour gâcher ma vie à réparer des camions sales et je me souviens encore de cette phrase exacte. Pendant ce temps, mon jeune frère Théo ne pouvait rien faire de mal, Théo avait 4 ans de moins que moi et depuis le jour de sa naissance, mes parents agissaient comme si le soleil tournait autour de lui. Si j'y obtenais une bonne note c'était normal, mais si Théo obtenait un simple passage, il s'exclamait qu'il était tellement talentueux. Si je rangeais ma chambre, c'était ce qu'on attendait de moi mais si Théo mettait une assiette sale dans l'évier, il était félicité pour son sens des responsabilités. En grandissant, je pensais que je l'imaginais peut-être et que tous les aînés se sentaient négligés mais à mesure que nous vieillissions, c'est devenu impossible à ignorer. Quand j'y ai eu 16 ans, j'y ai trouvé un petit boulot après les cours dans un garage local pour faire des vidanges, j'y ai acheté ma propre voiture des occasions, payé mon assurance et mon propre téléphone. Pour ses 16 ans, Théo a reçu une Volkswagen Golf GTI toute neuve, mes parents payaient l'assurance, l'essence, l'entretien et tout le reste. Quand j'y ai fait remarquer à quel point cela semblait injuste, mon père a ri en disant que j'y étais l'aîné et qu'ils attendaient plus de moi, cette phrase est devenue leur excuse préférée. Quand j'y ai obtenu mon diplôme, je me suis immédiatement lancé dans la vie active tout en continuant mes formations spécialisées. J'y étais épuisé tout le temps et il y avait des semaines où je dormais peut-être 4 heures par nuit mais je tenais bon parce que je croyais que le travail acharné finirait par payer. Théo a fini le lycée et a annoncé qu'il avait besoin de temps pour se trouver et mes parents ont agi comme s'il était un génie incompris. Ils l'ont laissé rester à la maison, ont tout payé, lui ont acheté du matériel informatique de pointe, ont payé des cours en ligne aléatoires et ont financé chacun de ses rêves stupides. Au début c'était la photographie, puis le trading de crypto-monnaies, puis le podcasting, puis devenir un streamer de jeux vidéo et enfin youtubeur. Chaque mois apportait une nouvelle crise des identités et mes parents finançaient tout. C'est alors que j'y ai commis la plus grande erreur de ma vie en restant vivre chez eux. À 21 ans, je gagnais assez d'argent pour partir, je n'étais pas riche mais j'y étais à l'aise et j'y aurais pu prendre mon propre appartement mais mes parents m'ont fait ce discours classique sur la famille qui doit économiser de l'argent et rester ensemble un peu plus longtemps. Je les ai crus et ce fut une erreur monumentale car c'est à ce moment-là qu'ils ont instauré un loyer de 750 € par mois. Au début, je me suis dit que c'était juste puisque j'y étais un adulte et que les adultes paient un loyer mais j'y ai découvert plus tard que Théo ne payait absolument rien, ni les charges, ni les courses, rien du tout. Leur excuse était qu'il travaillait sur son avenir et j'y ai failli rire car son avenir consistait à dormir jusqu'à midi et à hurler devant des jeux vidéo en ligne. Pendant ce temps, je me levais à 5h30 chaque matin,
je faisais des journées de 10 ou 12 heures, je rentrais physiquement épuisé, couvert de graisse, parfois les mains en sang à cause de jointures éclatées et pourtant c'était moi qu'on attendait pour contribuer davantage. Ensuite les choses ont empiré car soudainement le loyer ne suffisait plus et ils ont commencé à inventer des frais, le stationnement dans elle allait coûter 50 € par mois, et l'utilisation de la machine à laver entraînait des frais supplémentaires, tout comme le stockage dans le garage. La nourriture ou la connexion Internet. J'y aimerais plaisanter mais c'était la réalité. Pendant ce temps, Théo avait la chambre principale, sa propre salle de bain, une pièce dédiée aux jeux vidéo et une liberté illimitée. Ma mère lui cuisinait des plats spéciaux et mon père a amélioré le forfait Internet juste pour ses diffusions en direct. Il le traitait comme un roi et me traitait comme un inconvénient. Puis est venu le moment qui aurait dû m'ouvrir les yeux des années plus tôt quand j'y ai encore gagné le titre des employés du mois. Mon patron m'a félicité devant tout le monde et une grande entreprise de transport a personnellement demandé que je m'occupe de leur prochaine réparation en me laissant un pourboire de 450 €. Je suis rentré à la maison excité pour une fois en pensant que mes parents seraient enfin fiers mais la maison était pleine de ballons, de gâteaux et de décorations avec des gens partout. Pendant une brève seconde, j'y ai cru que c'était pour moi mais c'était pour Théo qui venait d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Ma mère criait littéralement qu'il était leur futur star et mon père lui a acheté du matériel photo coûteux. Quand j'y ai essayé de partager ma réussite professionnelle, ma mère m'a interrompu en disant que c'était bien mais en me demandant si je pouvais envoyer le loyer en avance ce mois-ci. Cela m'a fait plus de mal que je ne voulais l'admettre mais je suis resté parce que je continuais à croire que les choses s'amélioreraient. Puis est venue la nuit où tout a basculé, je venais de terminer une garde brutale de 16 heures car une flotte de camions avait besoin de réparation des urgences. J'y étais épuisé, mon corps me faisait mal et tout ce que je voulais c'était dormir. Quand je suis arrivé dans l'allée vers 23 heures, j'y ai remarqué que les lumières du garage étaient allumées ce qui était bizarre mais j'y ai ignoré. Puis j'y ai ouvert la porte du garage et je suis resté pétrifié car ma servante des ateliers était renversée, les outils étaient éparpillés partout et il y avait des canettes de bière sur tout le sol. Ma valise de diagnostic électronique servait à caler la porte du garage et Théo ainsi que ses amis ivres riaient en jouant au beer pong en utilisant mes outils professionnels comme décoration de fête. Pendant une seconde, je n'ai pas pu traiter ce que je voyais puis Théo a souri et m'a salué d'un ton désinvolte. Ce sourire stupide m'a fait bouillir le sang et c'est là que tout a explosé. Le sourire de Théo a disparu dès qu'il a vu mon visage et le garage est devenu complètement silencieux, même ses amis ivres ont arrêté de rire. L'un d'eux a lentement baissé son gobelet en plastique rouge alors que de la bière coulait sur le sol du garage, sur mes outils et sur mon gagne-pain. Tout ce que je pouvais entendre était ma propre respiration lente et lourde. Dangereusement calme, j'y ai avancé et j'y ai regardé autour de moi. Ma boîte à outils était sur le côté, plusieurs tiroirs étaient tordus, des douilles manquaient et des clés étaient dispersées partout. Quelqu'un avait renversé de la bière sur mon kit de test électrique et mon scanner de diagnostic qui valait plus de 1100 € avait l'écran fissuré. Un des amis idiots de Théo utilisait littéralement l'une de mes clés dynamométriques comme un faux microphone. C'est alors que j'y ai parlé très doucement pour demander ce qu'ils avaient fait. Tout le monde me regardait et j'y ai fixé Théo en lui demandant s'il avait fait ça. Théo a levé les yeux au ciel en me disant de me détendre mais j'y ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon cerveau ne pouvait pas traiter un tel niveau de stupidité. Théo a haussé les épaules en disant que ce n'était que des outils et l'un de ses amis a ri maladroitement ce qui était une erreur car je me suis tourné si vite qu'il a failli lâcher son verre. J'y ai crié que ces outils payaient mes factures, qu'ils avaient construit ma carrière et qu'ils valaient plus que tout leur avenir réuni. Théo s'est levé en me disant que je devais me calmer mais j'y ai ramassé mon scanner fissuré et détruit, puis j'y ai regardé mon kit électrique imbibé de bière. Des milliers d'euros s'étaient envolés juste comme ça. J'y ai sorti mon téléphone et j'y ai commencé à prendre des photos et Théo a froncé les sourcils en demandant ce que je faisais. J'y ai répondu que je créais des preuves ce qui a attiré l'attention de tout le monde. Théo a ri nerveusement en demandant des preuves pourquoi et je l'ai regardé droit dans les yeux en disant que c'était pour le rapport de police. Tout a changé instantanément, l'un de ses amis ivres a immédiatement attrapé ses clés pour partir et un autre a suivi, en quelques secondes le garage s'est vidé. Théo a paniqué en disant que je ne pouvais pas appeler les flics pour ça car nous étions de la famille mais ce mot avait été utilisé pour me manipuler pendant des années. Avant que je puisse répondre, mes parents sont entrés et ils ont réussi à tout aggraver. Ma mère avait l'air horrifiée, non pas à cause de mes outils détruits, mais parce que j'y étais en colère contre mon frère. Mon père a regardé autour de lui et a soupiré en disant qu'il s'amusait juste.
J'y ai montré mon scanner cassé en précisant qu'il coûtait plus de 1000 € et mon père a croisé les bras en suggérant que je ne devrais pas laisser des choses chères traîner. J'y ai senti quelque chose se briser complètement en moi et Théo a ricané derrière eux. Ce ricanement a changé ma vie car à ce moment précis j'y ai réalisé que rien ne changerait jamais ici. J'y ai regardé ma mère qui a soupiré dramatiquement en disant qu'on trouverait une solution et mon père a ajouté qu'il me donnerait 200 € pour les dommages. 200 € pour des milliers d'euros de dégâts. J'y ai ri de nouveau de ce même rire dangereux puis j'y ai dit qu'ils avaient raison. Tout le monde avait l'air confus alors j'y ai acquiescé lentement en disant que j'y avais besoin d'un meilleur endroit pour mes affaires. Cette nuit-là, j'y ai commencé à planifier mon départ discrètement et soigneusement. La première chose que j'y ai faite a été de calculer chaque euro que je leur avais donné en 4 ans entre le loyer, les charges, la nourriture et les frais divers. Le total m'a rendu physiquement malade puisqu'il s'élevait à près de 55 000 € pendant que Théo vivait gratuitement. J'y ai ensuite découvert pire encore car mon loyer de 750 € correspondait exactement à leur mensualité de prêt immobilier. Ils ne l'utilisaient pas pour les factures mais dépendaient entièrement de moi et sans mon argent il s'effondrerait. J'y ai déménagé en silence, j'y ai trouvé un appartement, transféré l'argent, changé mes coordonnées bancaires, déplacé mes outils et mes documents importants au fil des semaines. Personne n'a rien remarqué parce que personne ne faisait jamais attention à moi. J'y ai attendu le jour parfait, le 31 juillet, un jour avant l'échéance de leur prêt. Ce matin-là, j'y ai commencé à charger les derniers cartons et Théo est sorti à moitié endormi pour me demander ce que je faisais. J'y ai répondu que je partais et ses yeux se sont agrandis alors qu'il appelait mes parents et que le chaos explosait. Mon père est descendu furieux en disant que je ne pouvais pas partir et ma mère a commencé à pleurer instantanément en parlant de la famille. J'y ai finalement explosé en demandant de quelle famille il parlait. J'y ai sorti des documents imprimés montrant chaque paiement, chaque frais, chaque message et chaque reçu avant de les jeter sur la table en leur disant qu'il m'avait vidé de mon sang pendant 4 ans. Leurs visages sont devenus livides puis j'y ai déposé le deuxième dossier avec les photos de mes outils détruits, les devis de réparation et les déclarations. Théo avait l'air terrifié et a demandé si c'était un procès et j'y ai répondu qu'il verrait bien. Ma mère sanglotait de plus belle en parlant du prêt immobilier et mon père avait l'air paniqué. J'y ai alors dit la phrase qu'ils n'oublieront jamais en leur rappelant qu'il m'avait dit de partir si ça ne me plaisait pas. Mon père est resté silencieux et j'y ai souri en disant que j'y avais suivi son conseil avant de partir en voiture ce qui fut le meilleur sentiment de ma vie. Le 1er août est arrivé et leur monde s'est écroulé car le paiement du prêt a été rejeté, les factures n'ont pas pu être payées et Internet a été coupé. Théo a perdu sa connexion pour ses directs et a fait une crise de nerfs publics en ligne. Mon téléphone a explosé de messages de mon père et de ma mère me suppliant de les aider mais j'y ai tout ignoré. Les choses ont empiré pour eux car mon père a dû vendre des biens personnels, ma mère a pris un emploi dans la vente et Théo a été embauché dans un supermarché où il détestait chaque seconde de travail réel car rester debout 8 heures était selon lui inhumain. J'y ai ri pendant 10 minutes quand mon cousin me l'a raconté. Puis est venu le coup de grâce lorsqu'ils ont perdu la maison qui a été saisie et vendue. Ils ont emménagé dans un petit appartement et Théo a dû partager une chambre avec mon père ce qui lui a fait perdre la tête. Mes parents ont essayé de me recontacter des mois plus tard en disant qu'ils voulaient réparer la famille ce qui signifiait en réalité qu'ils voulaient de l'aide financière mais j'y ai refusé. Ma carrière a décollé, j'y ai obtenu une promotion, une grosse augmentation, un camion de fonction et de meilleurs avantages sociaux ainsi que mon propre logement dans le calme. Il n'y a plus de cris, plus de manipulation et plus de profiteurs. Un jour, ma mère m'a envoyé un message disant qu'il n'aurait jamais cru que je partirais vraiment. J'y ai regardé ce texte pendant longtemps avant de répondre que je n'aurais jamais cru que ma propre famille me traiterait comme un distributeur de billets puis je l'ai bloqué. C'était il y a plus d'1 an et je ne leur ai pas parlé depuis et honnêtement la vie n'a jamais été meilleure. Parfois les gens me demandent si je regrette de leur avoir coupé les vivres mais non car je regrette seulement d'être resté aussi longtemps. La famille devrait vous protéger, vous aimer et vous respecter et non vous utiliser et parfois la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de partir et de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actes. Mon frère a détruit mes outils mais au final il a détruit la fausse réalité de toute la famille et j'y ai simplement arrêté de les en sauver. Cette histoire met en lumière une dynamique familiale toxique que l'on retrouve malheureusement trop souvent où un enfant est sacrifié au profit d'un autre considéré comme l'enfant prodige malgré son manque total de productivité. Le protagoniste Julien représente la valeur du travail manuel et de la persévérance, des qualités souvent sous-estimées par une classe moyenne qui ne jure que par les diplômes prestigieux.
Ce récit est une leçon brutale sur les limites de la loyauté familiale car personne ne devrait être obligé de financer le mode de vie parasitaire de ses proches au détriment de sa propre santé mentale et financière. Le revirement de situation où les parents perdent leur maison souligne à quel point ils étaient déconnectés de la réalité économique, pensant que l'argent de leur fils aîné était un acquis éternel. En France, le respect des métiers de l'artisanat et de la mécanique gagne du terrain, mais les préjugés tenaces comme ceux de Bernard et Isabelle existent encore. Le départ de Julien n'est pas un acte de cruauté mais un acte de survie nécessaire pour se construire une vie digne de ses efforts. Que pensez-vous de la réaction de Julien face à sa famille et auriez-vous eu le courage de partir comme il l'a fait en les laissant assumer les conséquences de leurs actes ou pensez-vous que le lien du sang impose de pardonner malgré tout ?